Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, de nos investissements, de tout ce qui concerne notre argent. On va pas éviter le sujet de la géopolitique malheureusement dans cette vidéo. Et le sujet spécial de cette vidéo sera le mindset. Comment vivre les cracks boursiers, comment se comporter quand les actions baissent, parce que je pense qu'il y en a pas mal de personnes qui se sont pris une belle douche au début de l'année 2022. Et je vais vous expliquer comment moi je vois mon portefeuille quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a certaines actions qui baissent. Et nous allons travailler un petit peu ce mindset qui est quand même assez important quand vous investissez en bourse, même si c'est vu souvent comme un sujet secondaire. Moi je pense que c'est toujours principal de penser que vous soyez confortable quand vous faites quoi qu'il le soit, quel que soit le business, et l'investissement c'est le business. Donc vous devez maîtriser votre mindset et voir des choses positivement. Et là, je vais vous expliquer comment moi je le fais et quels sont les sentiments que je vis pendant les cracks boursiers. Voilà, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind de Cash, mettre la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Je vous rappelle également que pour moi, les likes, c'est super important. Ces vidéos sont gratuites. Pour vous, ça coûte rien. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. J'ai également le site minddecash.fr où il y a mon blog, je postule tous les jours, tous les matins, un petit article de synthèse de la presse et mon avis personnel sur la bourse et sur la macroéconomie. J'ai également la chaîne Telegram où vous pouvez nous rejoindre dans nos discussions journalières. Bon mes amis, cette semaine était encore une semaine difficile en bourse, comme vous le savez parfaitement, beaucoup d'entreprises ont chuté, beaucoup d'entreprises ont été sanctionnées, parfois, selon moi, encore une fois, sanctionnées de manière un peu trop sévère, certaines belles entreprises avec de belles perspectives, mais c'est le marché qui veut ça aujourd'hui, dans les circonstances actuelles. Évidemment, je vais commencer cette vidéo par vous parler de la géopolitique, que je ne peux pas éviter. Dans ce contexte, dans cette discussion, je voudrais éviter d'être subjectif, parce qu'évidemment, dès qu'on commence à parler de la géopolitique, c'est un peu comme parler de la politique en général. C'est un sujet, déjà il est clivant, déjà c'est un petit peu pas le sujet de la chaîne Mind de Cash en réalité. J'ai enregistré une vidéo où je vous ai expliqué le conflit entre la Russie et l'Ukraine, donc là vous allez voir le lien qui va apparaître sur votre écran. Pour ceux qui ne connaissent pas en fait la vision des deux côtés sur ce conflit, là je vais me concentrer sur les conséquences que ça peut provoquer. Donc déjà la situation actuelle, elle s'est pas mal aggravée le vendredi, donc en fait elle s'est aggravée tous les jours. Donc le lundi, la semaine dernière, nous avons vécu un espoir, un petit soufflet de l'espoir que la guerre pourrait être évitée, mais finalement on a eu les jours d'après, on a eu que des mauvaises nouvelles et voici où nous sommes aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas les détails, je vais rappeler plus ou moins le rapport de force. Depuis 2014, la situation en Ukraine elle est très compliquée. Donc il y a déjà la péninsule de la Crimée, elle était annexée. Donc la Russie considère ce territoire comme partie de la Russie. Ce rattachement de la Crimée à la Russie n'a pas été reconnu par une majorité écrasante des pays dans le monde entier. Et il le considère toujours comme le territoire occupé par la Russie, le territoire de l'Ukraine. Mais il y a aussi deux régions qu'on appelle les régions séparatistes. C'est la région de Donetsk et Luhansk. Séparatistes, on peut prendre entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent les Russes. Et la Russie, elle est souvent vue comme dirigeant en fait, de ces mouvements pseudo-séparatistes et en envoyant les groupes armés dans ces régions pour qu'ils créent, on va dire, une espèce d'une occupation non officielle. Donc après, c'est très compliqué comme sujet, donc je ne vais pas trop rentrer en détail parce que ça va nous amener dans les sujets politiques super complexes et super discutables en quelque sorte. Donc aujourd'hui, la situation est telle que ces régions-là ne sont pas reconnues ni même par la Russie, ni par l'Ukraine, bien évidemment, ni par la communauté internationale. Et ces régions, c'est une arme de la Russie pour mettre la pression sur l'Ukraine aujourd'hui, parce qu'ils ont un contrôle total sur ces régions-là. Ils ont distribué les passeports russes aux citoyens, aux habitants de ces régions. Et ce qui s'est passé cette semaine, qu'ils ont commencé à repatrier les gens de ces régions, parce que visiblement, quand même, il y a une action militaire qui se prépare. Donc le scénario le plus probable, encore une fois selon moi, c'est ce qui s'est passé déjà en 2014, c'est que ces régions-là vont être armées davantage, donc il y aura peut-être d'autres forces militaires qui vont y rentrer, depuis la Russie bien évidemment, et la Russie ne va jamais reconnaître ces manœuvres, et à partir de ces régions,
je pense qu'il y aura une espèce d'armée qui vont être formées, qui vont probablement attaquer l'Ukraine. Je pense que ça va être plutôt comme ça. La Russie, de son côté, va présenter cette information comme quoi c'est l'Ukraine qui attaque ces régions. Donc après, chacun a son avis. C'est pas le sujet de la chaîne Mind the Cash. Je vous explique tout simplement comment chacun voit ce conflit. Donc en gros, la Russie voit ça comme les attaques de la part de l'Ukraine, et tous les autres, ils voient que c'est la Russie qui alimente ces deux régions séparatistes avec des groupes armés qui, eux, attaquent l'Ukraine. Après, vu qu'il n'y a pas de présence internationale sur la frontière, il est très difficile à constater ce qui se passe réellement, parce que n'importe quelle action militaire peut être vue et considérée par les côtés du conflit comme une provocation ou comme on va dire, un déclenchement de l'acte militaire pour justifier une réponse militaire. Donc la situation, elle est vraiment extrêmement fragile. Donc il suffit que quelque chose arrive pour déclencher une grande guerre. Franchement, nous vivons une période très décevante, très dangereuse de point de vue de la sécurité en Europe, dans le monde, parce que ça sera le plus gros conflit depuis la Deuxième Guerre mondiale, si ça arrive. Donc j'ai toujours un petit espoir que ça n'arrive pas, mais je commence à m'en douter, tout simplement parce que la Russie, il semble d'être assez déterminé pour aller jusqu'au bout. Après, je ne comprends pas non plus le but final, parce que s'ils veulent envahir la Russie, bien évidemment, c'est la conséquence des sanctions dramatiques sur la Russie qu'il n'a jamais eu, pratiquement l'isolation du pays, qui est déjà plus ou moins le cas, mais ça sera aussi l'isolation financière, l'isolation probablement au niveau de mouvement des peuples, en fait, pour voyager entre la Russie et l'Occident. J'imagine que ça va être de plus en plus compliqué, sans parler des sanctions sur tous les avoirs des proches de Poutine qu'ils ont, notamment en France, en Angleterre, partout où vous voulez. Donc, parce que évidemment, les proches de Poutine, ils mènent le discours très anti-occidental quand ils sont en Russie. Ils critiquent tout le monde, les États-Unis, l'Angleterre, mais par contre, quand il s'agit de leurs argent, quand il s'agit de leurs enfants, ils préfèrent que eux, ils soient en Angleterre, aux États-Unis, dans les meilleures universités. Et ils préfèrent d'acheter de l'immobilier dans le sud de la France et pas en Russie, paradoxalement. Donc là, pour moi, c'est vraiment une grande question que je pose, c'est comment Poutine va gérer on va dire, la réticence de son entourage de abandonner, on va dire, les pays occidentaux, et les exposer au risque que ces avoirs seront saisis. Ça, pour moi, c'est une question assez difficile à répondre. Donc, probablement, il y a un autre plan. C'est pour ça que, probablement, je ne comprends pas son but final. En tout cas, aujourd'hui, selon les faits qu'on peut observer dans les médias, c'est que la guerre, elle est plus que probable. Donc, en fait, mon scénario de base, c'est que ils vont mener la guerre, mais sous une forme d'une guerre civile. Donc en fait, en gros, ils vont alimenter ces groupes armés qui se trouvent dans ces deux régions séparatistes, ils vont les fournir des armes, ils vont forcément aussi envoyer des troupes qui vont pas porter les drapeaux russes sur leur uniforme, et pour mener les actes militaires contre l'Ukraine à partir de ces régions. Mais je trouve ça extrêmement risqué du point de vue de la Russie, parce que l'armée de l'Ukraine aujourd'hui et l'armée de l'Ukraine en 2014, ça n'a rien à voir, et donc du coup, ils risquent d'avoir des difficultés quand même de, on va dire, quelque part gagner dans cette guerre s'ils ne font pas une invasion officielle avec l'armée russe, et avec des avions, avec des chars, etc. Donc j'ai du mal à imaginer que l'armée ukrainienne aujourd'hui, même si c'est évidemment pas la meilleure, la plus forte armée au monde, qu'elle ne puisse pas se défendre contre les groupes armés qui sont situés au Donbass et à ces régions Lugansk. Ce qui est assez dangereux, c'est qu'apparemment, comme vous pouvez voir sur votre écran, que la Chine, et Vladimir Poutine, elle a rencontré au début de février le président chinois, elle semble de vouloir soutenir la Russie diplomatiquement, bien évidemment, pas militairement, dans cette démarche si jamais l'invasion aura lieu. Donc ça devient assez dangereux, parce que quelque part ça crée une alliance entre la Chine et la Russie, bon, surtout la Chine évidemment, parce que c'est un pays bien plus important de point de vue géopolitique, contre les Occidentaux. Déjà, comme vous le savez parfaitement, il y a eu déjà des tensions, vives tensions entre la Chine et les États-Unis notamment. Maintenant, ça va se rajouter avec des tensions entre la Russie et l'Ukraine, et ils vont se présenter comme le même front. Je ne crois pas une seconde à une véritable alliance entre la Chine
Chine et les États-Unis, parce que entre la Chine et la Russie, pardon, parce que déjà ils sont pas au même niveau économiquement, clairement. Donc la Chine, elle est largement plus puissante que la Russie aujourd'hui, et donc du coup ça crée tout simplement plus de risques militaires. Le risque militaire dans les régions ex-soviétiques. Donc ça peut déstabiliser complètement le rapport de force actuellement, et on peut voir les conflits se déclencher un tout petit peu partout. Et quelle sera la position de l'OTAN par rapport à ces conflits? Elle est très difficile, parce qu'évidemment, dès qu'ils franchissent le pas, forcément, il y a un risque de la guerre nucléaire. Ça, c'est évidemment une niette pour tout le monde, malheureusement. Et tous les côtés vont éviter à tout prix les conflits frontaux entre les puissances nucléaires. Donc voilà, c'est un peu le rapport de force. Je ne pense pas que je vous ai ouvert les yeux sur beaucoup de choses, parce que c'est assez connu, c'est assez communiqué. Et dans tous les cas, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'investisseurs pendant ces temps incertains? Donc forcément, quelles seront les conséquences de ce conflit, si jamais ce conflit démarre? Donc forcément, les prix du pétrole et forcément les sanctions. Donc tous les actifs russes vont être à risque. Donc si vous avez des actions russes, attention, grand attention, que la situation peut déraper. Et donc la Russie, pour le président Vladimir Poutine, évidemment, les investissements en actions, je ne sais pas à quel point déjà elle maîtrise ce côté-là, c'est clairement pas la priorité. Et surtout quand il s'agit des investisseurs occidentaux, des investisseurs étrangers, ils s'en fichent complètement. Encore s'ils vont peut-être penser aux investisseurs locaux, déjà ça je doute, mais les investisseurs étrangers, clairement ne vont pas être protégés. Donc si vous avez des actifs importants en Russie, les investissements dans les actions russes notamment, donc faites quand même beaucoup attention. Moi, ce qui me concerne, parce que je suis très transparent, j'ai investi dans une banque russe, la première banque Sberbank, et je suis toujours en positif malgré les tensions. Je l'ai acheté vraiment au plus bas, le plus bas récent. Mais c'est une des banques les plus rentables au monde, mais par contre, encore une fois, j'ai bien géré la position. La position correspond au risque que je prends. Donc c'est vrai que si le conflit s'arrête, dans ce cas-là, j'ai une chance de doubler ma position. Mais par contre, si jamais la guerre se déclenche, dans ce cas-là, je suis prêt de subir des pertes plus importantes, mais la taille de position est telle que pour moi, ça ne va pas être un gros problème. Donc évidemment, les prix de pétrole. Prix de pétrole, on devra regarder de près, parce qu'en cas de conflit entre la Russie et l'Ukraine, on va voir les prix de pétrole exploser. Et ils sont déjà pas bon marché. Donc là on est déjà à 91, ça c'est la clôture 93, 94 presque sur Brent. On risque d'atteindre $100 très rapidement, et comme vous le savez, c'est la composante principale de l'inflation que nous vivons aujourd'hui. Donc forcément ça va impacter l'inflation, ça va encore augmenter l'inflation, augmenter les prix de l'énergie, et donc on va avoir des hausses de taux par la Réserve fédérale bien plus importantes que prévu et bien plus rapides que prévu. Donc forcément ça va être des signaux extrêmement négatifs pour les bourses. La guerre en soi, pour moi, elle ne représente pas un risque direct pour les bourses occidentales. Tout simplement parce que ça reste quand même un conflit local, mais ça déstabilise la situation, parce que ça déstabilise un espèce de status quo dans lequel on vivait déjà depuis beaucoup d'années, donc il n'y a rien qui est changé. Tout a changé spontanément à la fin de l'année dernière, quand la Russie a fait un ultimatum, on ne peut pas l'appeler autrement, envers l'OTAN, ultimatum sur la sécurité. Pourtant personne ne les a menacés. Bon bref, ça c'est un sujet assez complexe aussi à analyser, mais dans tous les cas ça s'est passé spontanément, sans aucune raison, parce que il n'y avait pas de discussion que l'Ukraine rentre dans l'OTAN ou qu'un autre pays fasse partie de l'OTAN. Donc on a presque oublié tous ces sujets-là dès le début des années 2000, mais visiblement pour Poutine ça reste toujours d'actualité, et donc là il a décidé de le faire maintenant. Ça me laisse vachement perplexe pourquoi il a fait exactement maintenant. Peut-être il se sent que c'est la dernière chance pour se garantir que l'Ukraine ne fera jamais partie de l'OTAN. Bon bref, je ne veux pas non plus revenir encore une fois dans ces débats géopolitiques. Mais dans tous les cas, voilà, le pétrole, ça va être celui qui va être le plus sensible à cette histoire géopolitique. Et dit le pétrole, l'inflation, les taux, etc., etc. Et donc du coup, la chute des bourses quasi assurée. Donc déjà, le fait de début de la guerre, ça va être une chute des bourses très importante, parce que le plan des sanctions qui a été évoqué par Biden, et pas que Biden,
en cas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est très très dramatique. En fait, c'est vraiment, ça devient le pays complètement coupé au monde, et la Russie quand même, elle est pas mal intégrée actuellement dans notre vie, surtout du point de vue énergétique. Donc à voir, à suivre. Donc là, je peux pas vous dire grand-chose parce que ce qui est important à comprendre, que tous les risques géopolitiques, ils sont impossibles à quantifier. Donc ça, tout ce que je vous dis, c'est juste pour en information, mais on ne peut pas se projeter avec un risque géopolitique comme ça, parce qu'il n'y a pas des chiffres, il n'y a pas, on va dire, de valorisation qu'on puisse attribuer à des actifs s'il y a une troisième guerre mondiale qui se déclenche. Donc on va faire confiance au ministère des Affaires étrangères pour qu'il puisse trouver une solution, tout ce qu'il nous reste à faire. Donc si vous intégrez un risque d'une troisième guerre mondiale, dans ce cas-là, il faut sortir de la bourse et tout oublier, qu'on va passer dans l'or, etc. Donc là, je n'évoque pas cette éventualité, même s'il y a une probabilité comme ça. Donc je ne suis pas en train de dire que ça ne peut pas arriver, je dis tout simplement que c'est extrêmement pas constructif d'évoquer ce sujet, parce que ces sujets, ils convergent à l'abandon de tous les investissements. Donc on va être obligé de rester optimiste, même si la situation actuelle n'inspire pas beaucoup d'optimisme, en tout cas pour moi, et de voir quels sont les, on va dire, les moindres mal que ça peut nous apporter. Donc, je pense que le scénario le plus probable, que effectivement ces régions séparatistes commencent à faire la guerre contre l'Ukraine, et ça ne va pas être considéré comme une action militaire russe, et du coup ça ne va pas déclencher les sanctions. Probablement ça va se passer comme ça. À voir, à voir. C'est très difficile à comprendre et très difficile à anticiper quelle position l'OTAN, les Occidentaux vont prendre dans ce conflit si ce scénario que je viens de vous présenter se déroule. Voilà, maintenant je vais regarder l'image technique sur les indices américains. Donc encore une fois, tout ça c'est assez fragile parce que nous vivons dans les conditions où il n'y a pas de modèle qui pourrait le pricer les marchés. Donc les marchés, ils vivent comme ils peuvent. Donc du coup, les supports, toutes ces analyses techniques, ça a de la valeur, mais ça a de la valeur, on va dire, assez relative. Parce que une amélioration de la situation géopolitique, ça va déclencher vraiment une vague d'optimisme énorme, et en revanche, si l'aggravation, donc du coup le début du conflit, parce que je peux pas, on peut aller encore plus loin dans l'aggravation de ces tensions, donc ça va faire chuter les bourses, bien évidemment, et quels que soient les supports, quelles que soient les résistances. Mais on va quand même essayer de regarder et essayer de se projeter. Je reste toujours dans une optique plutôt optimiste, j'étais assez clair dès le début. Techniquement, je m'attendais à une correction des indices américains jusqu'à un niveau de 4100, donc à peu près dans la zone de 4100-4200. Donc ça nous laisse encore quand même une sacrée marge de baisse, donc c'est au minimum, on va dire, 150 points. Donc c'est pas négligeable, donc du coup je m'attends que la baisse des marchés se poursuit la semaine prochaine. Voilà, donc là je pense qu'on va faire une figure à peu près comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais par rapport à mon portefeuille ? Actuellement, je n'ai plus de short. Comme vous le savez, au début de l'année 2022, j'avais des protections, j'avais des couvertures, donc ça m'a permis de vivre tranquillement jusqu'à mi-février. J'ai fermé mes shorts début février plutôt, et maintenant je suis exposé en plein sur les indices américains, et j'augmente certaines positions. Parce que c'est vrai que certains titres qui ont chuté en bourse, elles ne sont pas sensibles à la crise géopolitique. Donc elles sont sensibles au contexte des marchés en général, bien évidemment, comme toutes les actions, soit risk on et risk off, mais certaines actions ne sont pas du tout sensibles à cette histoire concrète. Donc forcément, il y a moindre amélioration, à quoi j'espère, on va vivre un rebond très violent sur ces titres-là. Donc j'évite toujours la catégorie C, catégorie D, donc les fameuses actions de Cathie Wood. Elles continuent à chuter. Donc j'ai commencé à prendre certaines. Là, je ne veux pas vous cacher que j'ai pris une petite micro-ligne de bloc de X Square. C'était le vendredi. Je trouve que cette valeur, déjà, elle est un peu massacrée. Et en plus, cette valeur qui gagne de l'argent. Donc, ce n'est pas une valeur, on va dire, avec des potentiels fantômes qui va un jour gagner de l'argent. Déjà, elle gagne de l'argent. Déjà, elle a retrouvé certains supports. Donc, ça fait un moment qu'elle traîne autour de $100. Il y a un énorme risque de chute. La chute, elle est loin d'être terminée, donc je prends le risque, et c'est pour ça que je prends des micro-positions pour le moment. Je commence à vendre les puts, et ça c'est quelque chose que je publie dans le club Option Invest. D'ailleurs, ces stratégies optionnelles m'ont permis de sauver le mur, on va dire, pendant
le début de cette chute, et maintenant je commence à profiter de certaines opportunités en vendant les puts, en me créant soit des revenus passifs, soit en me permettant de rentrer sur des valeurs au cours que je veux. Voilà, donc si ça vous intéresse, dans la description vous allez trouver tous les détails, comment rejoindre notre club Option Invest. Voilà, ça ce qui concerne S&P 500, donc j'attends qu'on va toucher encore la zone de 4100 et ensuite on va vivre un rebond très violent vers début mars. Donc ça c'est mon scénario de base. Par contre pour l'été je suis très pessimiste. Donc là je pense que on va vivre encore une crise boursière bien plus importante, mais avant que cette crise se déclenche, on va vivre un rebond et probablement on va retester les plus hauts historiques. Donc je sais que je suis un peu peut-être trop optimiste, mais en cas des bonnes nouvelles sur le front géopolitique, je ne vois pas de raison pourquoi on devrait rester baissier. Donc je sais qu'il y a de l'inflation, je sais qu'il y a des taux qui vont être remontés, mais c'est déjà largement pricé. Par contre, James Bullard, que je mentionne souvent dans mes vidéos, il a commencé à reparler, à faire énerver les marchés. D'abord, il parlait de la hausse d'1%, maintenant il parle déjà de la hausse de 2%. Donc franchement, il fait systématiquement les interventions verbales. Du coup, le marché, psychologiquement, il est prêt déjà à une hausse des taux assez conséquente. Et donc, s'il y a l'amélioration sur un autre niveau, il y aura forcément un rebond très violent. N'oubliez pas qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Aujourd'hui, personne ne va investir dans les obligations parce que la hausse des taux, c'est très mauvais pour les obligations. Donc, quels sont les actifs qui rapportent de l'argent? Les actifs qui rapportent de l'argent, c'est les cash machines, notamment les GAFAM, les actions performantes, les actions rentables. Donc value, GAFAM, ça va profiter de ce rebond. Sur la catégorie C, catégorie D, je reste réservé parce que justement ça c'est très sensible au taux, car leur valorisation parfois excessive, même très souvent excessive, sont justifiées par les taux zéro, parce que le taux c'est un des paramètres principaux des modèles de valorisation des entreprises qui n'ont pas encore des revenus. Maintenant, on va regarder rapidement Nasdaq. C'est à peu près les mêmes images techniques, même si les bêta, en fait, la sensibilité au risque sur Nasdaq est plus importante. Il y a plus de valeurs technologiques, il y a des valeurs de ces fameuses catégories que je viens de mentionner. Donc, du coup, il baisse plus fort. Mais Nasdaq, c'est une correction saine pour moi, parce que Nasdaq, il était toujours très cher. Je trouve qu'il reste encore cher. Donc, il y a des probabilités de baisse très importantes sur les valeurs technologiques américaines. Donc, faites quand même beaucoup attention si vous y investissez toujours. Voilà. D'ailleurs, pour justifier quelque part mon optimisme, Goldman Sachs, elle a revu à la baisse ses objectifs sur S&P 500 pour l'année 2022, mais il a baissé de 5 000 à 4 800. Donc vous voyez qu'on est quand même très loin, et Goldman Sachs, il continue à croire qu'il aura aussi la reprise. Donc ce n'est pas nécessairement une meilleure référence, parce qu'ils peuvent très facilement changer leur avis, mais dans tous les cas, les grandes maisons d'investissement sont convaincus que la hausse n'est pas encore terminée. Ils ne sont pas en train de renverser leur veste, vu la situation actuelle, notamment la situation géopolitique. Je pense que les marchés peuvent facilement exagérer les situations géopolitiques. Ça va nous ouvrir tout un tas d'opportunités. Mais par contre, à long terme, si par exemple les Occidentaux laissent filer ce conflit, laissent la Russie rentrer sur le territoire ukrainien, à long terme, ça va très déstabiliser de manière très importante la situation en Europe, et ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien ni pour la bourse, ni pour nous, ni pour personne, je pense. Voilà, maintenant je vais faire un tout petit peu du blablabla sur le sujet du mindset. C'est rare que j'en parle parce que c'est un sujet qui est évoqué sur beaucoup d'autres chaînes, je sais, mais aujourd'hui j'aimerais bien vous en parler quand même. Comment vivre les cracks boursiers? Donc là maintenant, il y a plein d'actions qui ont baissé. Je pense que au moins une de vos lignes dans votre portefeuille a été touchée par ce mini crack que nous avons vécu au début de l'année 2022, et j'aimerais bien vous partager quelles sont les bonnes habitudes de point de vue mental, on va dire, comment voir votre position, comment agir quand les actions commencent à chuter. Parce qu'à ces moments-là, on fait très souvent des erreurs. Souvent et très souvent, nous vendons au pire moment. Donc, genre, on se retient pour garder la position, on garde, on attend, allez, ça va repartir, et finalement on craque, on vend, et c'est à ce moment-là quand tout le monde a craqué, et ça repart juste après que vous avez vendu. Donc c'est vraiment les histoires qui sont assez connues en bourse, et ça fait partie aussi de la formation boursière, c'est d'apprendre comment maîtriser ses émotions. Donc là, je vais vous donner quelques règles, en tout cas que moi j'utilise moi-même. Donc la première règle, c'est de faire le tri dans votre portefeuille. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il faut être tranquille biche mentalement quand vous regardez votre portefeuille. Quand vous ouvrez sur Interactive Broker, sur DeGiro et sur Boursorama, je ne sais pas où est-ce que vous gérez votre portefeuille,
vous devez avoir un sentiment positif. Donc, même si les actions baissent, quand vous regardez juste les lignes de ces actions, vous devez être convaincu, vous devez comprendre pourquoi vous avez acheté telle ou telle action et pas une autre. Donc, en quoi consiste le tri? Le tri, cela veut dire que vous devez revoir les positions que vous avez actuellement et vous poser la question, mais très honnêtement, est-ce que vous comprenez cette entreprise? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous l'avez acheté? Peut-être vous l'avez acheté parce qu'un gourou sur Internet, comme moi, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre qui vous a dit qu'il faut l'acheter, qu'il était convaincu, etc., etc., et vous avez acheté juste sur un conseil absolument aléatoire. Et probablement, vous ne connaissez pas du tout ce que fait cette entreprise. Donc, je pense que ça, c'est les premières candidates pour faire sortir de votre portefeuille. L'objectif de cette démarche, c'est de rester uniquement avec des actions que vous comprenez et pas parce que quelqu'un vous a conseillé quelque chose. Donc déjà, ça va vous soulager dans votre esprit quand vous allez avoir ces actions, uniquement ces actions dans votre portefeuille. Par exemple, là, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'ouvre mon portefeuille sur Interactive Brokers? Quand je regarde des lignes et je me dis, mais non, c'est pas possible, ce sont des valeurs excellentes. Franchement, pour rien dans le monde, je vais les vendre. Donc, c'est des actions dont je crois qui font partie de l'avenir et je veux continuer à y investir même si les cours baissent. Vous voyez, donc c'est plutôt ça, dans cet esprit-là, que je vois mon portefeuille. Je ne vous dis pas que parfois je n'achète pas les valeurs un petit peu pour spéculer, ça m'arrive. Mais généralement, je le fais soit avec des options, donc ceux qui font partie de mon club Option Invest le savent parfaitement, parce que je prends un pari spéculatif. Je sais que je ne veux pas perdre au maximum plus qu'une certaine somme, donc pour moi c'est très important de mentalement comprendre que je ne vais pas faire faillite à cause de cet investissement, ou bien je prends une toute petite position que même si l'action disparaît de la cote, ça ne va pas me ruiner. Donc pour moi, je fonctionne vraiment dans deux esprits, investissement et esprit spéculatif. Pendant les crises, pendant les cracks boursiers, vous pouvez faire des spéculations, pourquoi pas, mais vous devez réaliser que vous n'investissez pas. Vous pariez, vous jouez, peut-être avec de l'analyse technique, peut-être les probabilités sont de votre côté, surtout si vous faites des options, c'est très facile de mettre les probabilités de votre côté. Pourquoi pas? C'est votre métier, mais il ne faut pas se mentir et dire que moi j'investis et j'attends que ça repart en fait ou ça revient à l'équilibre. Donc si vous ne croyez pas à long terme dans la valeur, si vous ne comprenez pas pourquoi vous l'avez acheté, je pense que c'est la première candidate à éliminer de votre portefeuille pour garder uniquement les valeurs dans lesquelles vous croyez. Et attention, je précise que cette stratégie ne s'applique pas nécessairement à toutes les conditions du marché. Je parle des conditions des cracks boursiers. Quand les marchés sont euphoriques, quand les marchés sont au plus bas et il y a de fortes chances que ça repart. Donc ici, on peut acheter, excusez-moi pour l'expression, on peut acheter toute la merde. Grosso modo, si vous achetez toutes les actions merdiques en 2008-2009, aujourd'hui vous êtes multimillionnaire, j'imagine. Donc on peut acheter des valeurs cheloues, on peut acheter des valeurs qui ont été conseillées par n'importe qui quand le marché il est haussier ou bien il est au plus bas. Donc ça peut se discuter. Donc, mais par contre, quand la crise démarre, ou bien quand vous avez le sentiment que vraiment le pire elle est encore à venir, dans ce cas-là, il vaut mieux de se concentrer uniquement sur des valeurs dans lesquelles vous êtes confiant. En deuxième astuce que je voudrais vous donner, c'est de tout simplement cacher les performances pendant les crises boursières. Ça marche super bien. Donc vous pouvez, dans la plupart des brokers, cacher les lignes en rouge, machin, juste pour choisir de voir la liste des entreprises que vous voyez. Vous pouvez afficher les PRU, donc prix de revient unitaire, et comme ça, psychologiquement, quand vous allez regarder votre portefeuille, vous allez vous mettre dans un esprit d'un investisseur. Vous dites, ok, moi par exemple, j'ai l'action Netflix, disons. Je prends cet exemple-là qui a beaucoup baissé. Vous voyez que voilà, ça c'est votre PRU. Vous voyez pas que vous avez perdu 30 ou 40% dessus, mais vous voyez tout simplement que vous avez investi dans Netflix à partir de cette valeur-là. Donc du coup, vous avez évité ce sentiment de la peur, de voir un gros chiffre rouge, en dire « Ah non, mais là je suis en train de perdre 30%, genre, je suis en train de perdre, je sais pas, 2000 € sur cette seule ligne ». Vous allez juste voir que vous avez investi dans Netflix. Ok, aujourd'hui, peut-être le marché qui est un peu un psychopathe en ce moment, surtout, donc aujourd'hui, il le valorise beaucoup moins. Mais c'est pas un problème, vous avez toujours investi dans le business dont vous croyez. C'est pas un conseil par rapport à Netflix, pas du tout, donc c'est pas du tout ma valeur préférée, je vous donne juste un exemple aléatoire. Donc ça peut être une autre valeur pour vous, peut-être cette Total, il n'est pas un bon exemple parce que c'est le seul pratiquement qui monte, mais vous prenez n'importe quelle autre valeur qui a beaucoup baissé et que vous commencez à être inquiet par rapport à cela. Donc si vous le voyez de point de vue investisseur, vous voyez juste que voilà,
là j'ai investi dans cette valeur, là c'est mon PRU, et donc du coup si le marché aujourd'hui, dans son état psychopathie, il me propose un prix plus intéressant, peut-être je peux y investir encore plus. Par contre, il faut toujours respecter les règles de gestion de risque. Dans cette vidéo, je ne voulais pas m'arrêter trop là-dessus parce que j'en parle tout le temps, qu'il faut respecter asset allocation avant tout. Il ne faut pas s'exposer trop sur une seule valeur, il faut respecter les règles de diversification. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous dire n'est pas du tout incohérent par rapport aux règles de base de la gestion de risque, mais c'est plus psychologique. Donc vous n'êtes pas obligé de voir combien vous avez gagné, combien vous avez perdu sur une telle ou telle ligne. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, quand vous avez acheté une maison, vous vivez dedans, ou par exemple quand vous avez mis en location. Donc est-ce que vous regardez tous les jours, genre sur ce leger, en réfléchissant la page, à combien les maisons se vendent dans ce quartier, ou les appartements équivalents? Donc je ne pense pas que vous le faites. Donc pourquoi vous ne faites pas ça en bourse? Donc vous investissez dans un business. Il faut bien comprendre que avant tout, vous achetez le business. Donc si ce business elle a baissé aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi elle a baissé. Donc si ce sont des raisons fiables, dans ce cas-là, il faut peut-être revoir votre stratégie, peut-être couper un petit peu la position. Mais si vous croyez, si vous ne voyez pas de raison pourquoi ça devrait baisser de temps, vous pouvez tout simplement rester tranquille et attendre tranquillement que la situation reparte. Parce que je vous assure que les pessimistes et les gens qui sont trop inquiets, ils ne gagnent pas de l'argent en bourse. Donc, je ne connais aucun investisseur pessimiste qui a fait de l'argent en bourse. Quand vous ouvrez YouTube sur les sujets de la bourse, de l'économie, vous allez tomber tout de suite sur plein de vidéos qui vont vous faire peur. Parce que le pessimisme, ça fait des vues, ça fait des clics, ça fait de la popularité. Mais par contre, l'optimisme, ça fait gagner de l'argent. Retenez ça. Retenez juste cette phrase, vous n'avez pas perdu votre matinée pour rien de m'écouter, de me regarder. Donc n'oubliez pas, gardez toujours en tête que c'est les optimistes qui gagnent en bourse et les pessimistes, ils perdent de l'argent. Voilà, aussi simple que ça. Et peut-être la troisième et dernière règle, c'est éviter les leviers. Levier, c'est vraiment dangereux. Je suis quand même assez démocratique par rapport à l'utilisation de levier. Ça dépend comment on l'utilise. Par exemple, vous pouvez utiliser le levier si vous savez parfaitement que en bourse, disons, vous avez 10 000 euros, mais par contre, vous avez encore 50 000 euros, je ne sais pas, sur les placements à terme, tout simplement parce que vous préférez, je ne sais pas, placer ailleurs parce que le taux est meilleur que les garder en cash sur votre compte de bourse. Donc, si vous savez que vous avez d'autres cash à côté, vous pouvez utiliser le levier parce que, tout simplement, vous n'avez pas eu le temps pour verser de l'argent sur votre compte encore, et c'est juste une question de faire un virement. Dans ce cas-là, l'utilisation du levier est justifiée, parce que quelque part, vous utilisez l'argent de l'autre, vous empruntez de l'argent pour quelque part simplifier un petit peu votre position. C'est pas un levier, on va dire, net par rapport à votre situation financière. Le levier qui est dangereux, c'est par exemple si votre patrimoine total représente, disons, 100 000 euros, et vous commencez à prendre du levier pour passer à des investissements à 200, 300, 400. Voilà. Ça, c'est très, très dangereux. Déjà, ça va vous rendre déjà dans l'état d'esprit complètement paniqueur. Donc, chaque mouvement de bourse va vous rendre en panique parce que tout votre patrimoine est en danger. Et ces situations-là, il faut éviter à tout prix. Ça ne va pas nécessairement dire qu'il faut éviter toujours le levier. Par exemple, si le marché, quand on était à 2008-2009, c'est facile à dire a posteriori, je sais, mais quand vous sentez que le marché vraiment est tellement bas, qu'il est ridiculeusement bas, donc vous pouvez vous permettre de prendre un tout petit levier, genre jusqu'à 20%, 50% de plus par rapport à votre épargne que vous allouez aux investissements boursiers. Donc, mais pas plus, n'allez pas très agressivement dedans parce que si jamais vous vous trompez, et il ne faut pas être trop sûr de soi quand vous investissez, vous pouvez vous tromper, ça risque de vraiment faire des gros dégâts sur votre patrimoine et sur votre portefeuille de bourse. Donc voilà, 3 règles de base. Faire le tri, rester uniquement avec des valeurs dans lesquelles vous faites confiance. Ensuite, deuxième règle, c'est d'investir dans le business et voir ces investissements comme investissement dans le business. Vous pouvez fermer votre performance, votre ligne en rouge en jouant avec l'interface de votre broker pour tout simplement vous concentrer sur le cœur de votre métier d'investisseur. Et troisième, faire beaucoup attention quand vous faites du levier et peut-être ne pas le faire quand il y a des cracks boursiers. Voilà, ça c'est les 3 règles que je vous propose pour se sentir à l'aise, pour se sentir tranquille biche pendant les cracks boursiers. Voilà, dans la troisième partie de cette vidéo, je vais analyser une entreprise parce que c'est une des questions que m'a posée
dans les commentaires pour la vidéo précédente. Je vous rappelle que j'ai lancé la semaine dernière en nouveau une espèce de service, je sais pas, on peut l'appeler comme ça, qu'il y a un système de donation où vous pouvez me poser la question pour que j'analyse une entreprise lors des vidéos de Café de Dimanche. Comme ça vous permet déjà d'avoir mon avis et bénéficier de commentaires éventuellement que sur la vidéo. Donc je demande quand même de faire une petite donation parce que sinon je reçois tout un tas de tickers, machin, j'ai pas le temps de les analyser. Donc vu que je fais quand même mon travail, donc un petit geste de gentillesse, je pense que pourrait être justifié. Donc on m'a posé une question sur Rubis. Rubis, donc on a déjà parlé, on a déjà dans un portefeuille PEA, je crois soit PEA, soit rentier, je ne sais même plus dans lequel je l'ai mis. En tout cas, je suis assez positif sur cette valeur, donc ça c'est le middle stream de l'énergie, donc il n'y a pas que de pétrole, en fait il y a pas mal de choses. Donc cette valeur, elle est souvent vue comme une valeur très sous-valorisée. Donc il y a quand même aussi un petit risque, on va dire, non systémique par rapport à cette entreprise, parce qu'il y a eu des procès qui sont liés au lien avec le Daesh ou quelque chose, des business qu'ils faisaient avec le Daesh. Donc faites quand même beaucoup attention parce qu'il y a quand même aussi ce volet un peu juridique qui fait partie de ce dossier. Je pense pas que ce dossier, cette histoire, elle affecte toujours tellement les cours. Et cette valeur me semble vraiment sous-valorisée parce que sinon je ne le mettrais pas dans les portefeuilles ouverts Mindecash que vous pouvez d'ailleurs trouver sur mindecash.fr. Donc Rubis au niveau de PE ratio, il est à 11, donc c'est pas cher du tout. Donc pour ce secteur, pourtant, c'est quand même assez normal. En fait, c'est la norme un petit peu de ce secteur. Même si je dirais que 11, on commence à être vraiment dans la zone pas chère. Sur les price to sales, c'est vraiment pas cher parce que le chiffre d'affaires, une seule chiffre d'affaires de l'année de Rubis, il est supérieur à la valorisation boursière. C'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, les marges. La marge brute, elle est à 32%. La marge nette, elle reste quand même relativement simple, donc relativement faible, pardon. Voilà, donc du coup, il y a une différence quand même assez importante, ce qui est normal pour ce type de business également. Donc, c'est pas un business à des fortes marges. Donc, attention, parce que souvent, on parle de Rubis dans le cadre des prix de pétrole. Rubis, il bénéficie indirectement de prix de pétrole élevés, c'est sûr, mais il n'y a pas une sensibilité au prix aussi évidente que par exemple pour Exxon ou pour Total. Parce que c'est vrai que le contexte, quand les prix de pétrole sont élevés, sont positifs, sont pour Rubis, mais ça ne va pas nécessairement faire monter les cours mécaniquement. En revanche, la baisse du pétrole peut subir négativement sur le cours. Donc du coup, cette distribution de sensibilité, elle n'est pas symétrique. Donc les cours élevés, c'est une bonne nouvelle, mais ça sans nécessairement changer la donne. Par contre, s'il y aura une chute des cours de brut, dans ce cas-là, ça peut effectivement affecter les cours. Donc faites quand même beaucoup attention parce qu'en cas de bonnes nouvelles sur la géopolitique, les cours de brut vont chuter sans doute. Donc il y a bel et bien cette fragilité au niveau de dossier Rubis. Et il faut voir tous les ratios dans le cadre du contexte général et comprendre que chaque entreprise est valorisée de cette manière sur un marché liquide, donc sur le marché efficient. Donc il y a bel et bien des raisons pourquoi elle est sous-valorisée. Donc voilà. Ensuite, on regarde les rentabilités. Rentabilité sans tenir compte de la dette, c'est 11%, ça va. Et avec la dette, c'est 7%, c'est pas fou, mais c'est tout à fait acceptable. La dette, elle est raisonnable, de 40% sur la dette de long terme par rapport aux capitaux propres. Et la dette court terme, elle n'est pas importante par rapport aux actifs court terme. Donc il n'y a pas de problème de liquidité, de solvabilité de Rubis, si vous voulez. C'est vrai qu'au cours actuel, le dividende est alléchant, donc c'est vraiment intéressant, 6% de dividende au cours actuel, mais la question à se poser, à quel point ce dividende est fiable. C'est pour ça que c'est là on va s'adresser au screener de Guru Focus, et moi en particulier je regarde, j'ai fait un onglet, une sélection des paramètres pour justement analyser les dividendes, et cette ligne là pour moi qui est très importante, c'est le free cash flow par dividende. Donc je regarde deux lignes ensemble, free cash flow par action, et donc on voit qu'en décembre 2020, il y a eu de 3,34 euros du free cash flow. Free cash flow, c'est vraiment le cash sur les comptes de l'entreprise, et le dividende représente 1,75 euros par action. Donc on voit qu'il y a largement suffisamment du cash pour payer ce dividende. Donc je sais qu'il y a un certain qui regarde beaucoup le payout ratio, mais payout ratio pour moi c'est plus difficile à analyser parce qu'en gros c'est des bénéfices. Bénéfices, il y a tout un tas de phénomènes. Peut-être qu'il y a eu un phénomène exceptionnel, ils ont vendu un actif, donc du coup ils ont leur bénéfice à augmenter. Donc après il y a eu des phénomènes d'amortissement
amortissements qui peuvent créer des pertes effectives qui ne sont pas forcément à prendre en compte. Donc du coup, pour moi, c'est un ratio qui est difficile à lire quand même. Par contre, quand vous voyez le cash, vous voyez tout de suite une situation plus claire. Donc en gros, ça veut dire quoi le free cash flow? Le free cash flow, c'est comme si vous, par exemple, l'argent que vous recevez et que vous payez sur un mois, tout ce qui reste, c'est votre free cash flow. Donc en gros, si vous voyez que le free cash flow est 3 fois supérieur aux dividendes qu'ils devront payer, donc c'est peut-être une bonne nouvelle et c'est un bon indicateur que cette entreprise peut payer ce dividende de manière assez certaine, de manière assez fiable. Donc de ce point de vue-là, je valide comme une valeur de dividende. Pour moi, Rubis, ça reste quand même super intéressant. Donc ensuite, au niveau de la stabilité des cash flow, par exemple, le chiffre d'affaires, il est resté instable en fait. Il a passé à 42 millions et 45 millions pour entre 2017 et 2019 pour chuter en 2020. Mais évidemment, 2020, toute cette période de Covid, c'était une période très particulière. Ensuite, tout ce qui est rentabilité. Donc les rentabilités de fonds propres restent dans la zone normale en fait pour Rubis, parce qu'elle est toujours à peu près dans la zone de 8-6, juste en dessous de 10%, ce qui reste relativement quand même rentable. Et au niveau des marges opérationnelles, je trouve qu'il reste quand même à des niveaux plutôt supérieurs à la moyenne historique. Donc je pense que le constat que pour moi, fondamentalement, Rubis, elle est intéressant pour les dividendes. Après, la croissance, ça va dépendre du secteur, parce que le secteur middle stream, évidemment, elle est sensible au cours des matières premières, mais ce n'est pas encore une fois, une sensibilité directe. Bon, de point de vue technique, c'est super simple parce qu'on est sur des plus bas très très historiques depuis 2016, presque on est proche à des plus bas des longues années. Et donc l'action elle est passée par 64 $, donc là on a beaucoup de marge d'augmentation. Mais il faut voir est-ce qu'il y a des raisons fondamentales pour qu'elle revienne sur des niveaux les plus hauts historiques. Donc pour moi, je ne vois pas ces raisons pour le moment, peut-être qu'ils vont apparaître, mais aujourd'hui je ne les vois pas. Sur le momentum, on reste quand même assez élevé, parce que là on était bien plus bas, on était à 24 en novembre 2021, donc ça c'était effectivement une opportunité, et maintenant on a reparti, donc du coup sur le momentum peut-être c'est pas forcément le meilleur moment. Donc il faut quand même faire attention, je dirais que peut-être 29,59 c'est pas forcément le meilleur point d'entrée, et il faudra attendre au niveau des récits une certaine apaisement, et en plus le marché avec les risques actuels, les risques géopolitiques, il a toutes les chances de nous offrir encore un cours un petit peu supérieur par rapport à ce que le marché nous donne aujourd'hui. Donc après c'est un risque, vous pouvez imaginer une entrée dans cette position en plusieurs étapes, donc d'abord prendre une partie et renforcer si jamais ça baisse, ou bien passer par des options pour s'exposer sur cette valeur. Ça dépend de votre horizon. Vu que la personne qui m'a posé cette question, il était intéressé par les dividendes élevés, j'imagine que les options, ce n'est pas l'instrument qui vous convient le mieux, même si quand vous achetez les options call, vous percevez toujours les dividendes, mais quand même quand vous parlez des dividendes, par définition, il s'agit d'un investissement long terme. Donc je pense que c'est plutôt la deuxième approche quand vous pouvez passer par une position structurée. D'abord, vous achetez une petite partie, après vous attendez une autre pour renforcer. Serait la plus adaptée pour l'action Rubis. Voilà, ça c'est mon opinion. Évidemment, ça n'engage à rien. Je ne suis pas un professionnel. Je ne peux pas donner les conseils d'investissement. Je n'ai pas droit. Donc c'est purement et simplement mon avis. Et pour la déontologie, je vous dis que moi j'ai investi dans Rubis. J'ai une action Rubis dans le portefeuille qui est exposé sur moyendecash.fr. Bon, pour ceux qui sont intéressés de poser une question sur une entreprise pour la semaine prochaine, donc dans la description, vous avez les instructions comment le faire. Donc s'il y a des actions qui vous intéressent à ce moment-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont baisser. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et contactez-moi si jamais vous avez des questions par rapport aux procédures. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider parce que la période elle est compliquée, on a une incertitude, surtout pour la semaine prochaine. Je pense que ça va être quand même assez difficile. Donc j'espère que ce petit détour sur le mindset va vous aider de mieux gérer vos émotions et de ne pas faire des erreurs. Je vous souhaite le meilleur, passez un très bon dimanche. N'oubliez pas en like s'il vous plaît. Partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et à la finance. Je vous donne le rendez-vous sur Telegram pendant toute la semaine prochaine sur mindcash.fr pour ceux qui s'intéressent à mon avis sur la bourse tous les jours. Donc nous restons en contact et je vous souhaite le meilleur. Mindcash, bye bye.